BSR Apéro, le café littéraire de la Bibliothèque sonore romande. Un chaleureux merci aux auteurs qui sont présents ce matin avec nous. Alexandre Lecoultre, Noël Nettenon-Jekeri, Madeleine Knecht-Zimmermann et Jacques Boget qui sera le modérateur de cette rencontre. Daniel de Roulet a un petit retard dû au transport. Il nous rejoindra aussi vite que possible. Bonjour mesdames et messieurs. Nous avons donc 3 auteurs. Le 4e est dans le train parce que les trains ont des petits problèmes. Nous avons dû prendre le bus un petit bout. Donc il aura du retard, mais il m'a assuré qu'il allait arriver, Daniel de Roulet. Madeleine Knecht-Zimmermann, merci d'être là. C'est une enseignante lausannoise née bâloise qui a grandi dans le sud-ouest de la France, à Agen, et qui a publié de nombreux romans. Le dernier que j'ai repéré s'intitule « Frontières perdues 1900 ». Une famille vaudoise émigre aux États-Unis, c'est juste, c'est le tout dernier. Et puis le premier, paru en 2008, « Le cordonnier de Sainte-Croix ». C'était aussi une histoire d'immigration, mais vers le milieu du XIXe siècle, du Grand-Duché de Bade jusqu'au Jura vaudois. Le regretté éditeur des éditions de l'Air, Michel Moret, parlait avec admiration et affection de Madeleine Knecht. Il a publié ses 9 premiers romans. C'est une habituée des archives, des romans. Ces romans sont documentés. La Société vaudoise d'histoire et d'archéologie lui a décerné le prix Jean Torrent pour l'ensemble de son œuvre. Et sa nouvelle pour la BSR, Les Cerises, se passe près d'Agen, la ville de son enfance. Son père était le pasteur des Suisses installé dans la région et on va parler de cette nouvelle après avoir présenté Nettenon Noël Jekeri, qui est un mathématicien tchadien devenu informaticien suisse et accessoirement auteur de 7 romans. En 1999, le premier roman Sang de Kola, suivi de Chroniques tchadiennes. Enfin, je ne vais pas vous lire tous, mais il y a un que j'aimerais signaler, c'est Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, qui a reçu le prix Lettres Frontières en 2023. Il a aussi commis 3 recueils de nouvelles, au titre évocateur et mystérieux, La descente aux enfers, sa première publication, La minute mongole et Le pic-bœuf sur la bosse du zébu. Sa nouvelle pour la BSR s'intitule La parole est un repas et elle commence dans l'odeur d'huile d'arachide. Quant à Alexandre Lecoultre, c'est un traducteur genevois qui vit à Berne, se produit sur scène avec des musiciens, collabore avec des artistes, préside une association de rencontres, pas un site de rencontres, une association de rencontres qui organise les Bielergespräche. Et il écrit des romans. Je me souviens qu'il en lisait un, accompagné par un accordéoniste. C'était Peter und so weiter, paru aux éditions de l'Âge d'Homme en 2020. C'est juste 2020. Il avait déjà publié Moisson en 2015 et ça avait aussi donné une collaboration musicale. En 2024, il a publié Le vent vous embrasse mais jamais ne reste, un des tout premiers livres des vaillantes éditions La Veilleuse, que je vous recommande au passage. Sa nouvelle pour la BSR pourrait vous désarçonner. Elle s'intitule innocemment 2 enfants, parce qu'il aurait été trop facile de l'intituler Le Torrent ou quoi ? Qu'est-ce qu'on aurait pu l'intituler ? Comment auriez-vous pu l'intituler ? Vous l'avez écrite spécialement pour la BSR. Alors, prenez le micro. Voilà. Alors, je vous avoue que j'ai été désarçonné par votre nouvelle. Ça m'a beaucoup intrigué. J'ai trouvé que c'était très poétique. Mais je n'ai pas tout compris, donc c'est très intéressant. C'est très intéressant, cet enfant Plume et cet enfant Pierre et ce personnage. D'où vient tout ça et quel est le lien avec la BSR, s'il y en a un Alors, premièrement, c'est une bonne nouvelle que vous ayez été désarçonné. J'espère que vous avez pu remonter sur votre cheval depuis. Il me semble que c'est un des effets bénéfiques de la lecture, enfin disons d'un livre, qu'on l'écoute ou qu'on le lise, disons, mais et je m'efforce à chaque fois de faire des textes qu'on pourrait appeler des textes ouverts, voilà, des textes ouverts ou avec une certaine porosité, où du coup on peut l'interpréter de différentes manières. Je l'ai écrit exprès pour
pour la BSR, lorsque j'ai un texte de commande comme ça, je prends jamais quelque chose que j'aurai sous la main et j'essaie de me demander un petit peu quoi faire. Mais je prends quand même toujours, disons quelque chose. Je me prends moi-même là où j'en suis. Voilà. Là où vous en êtes. Là où vous en êtes, là où j'en suis dans ce que j'écris. Voilà, par rapport par rapport aux thèmes qui ont été proposés, d'emblée, je me suis dit, je ne vais pas écrire quelque chose dont le contenu est en lien avec les thèmes. Excusez-moi, il y avait donc un thème proposé. On vous a dit, vous pouvez faire ça, ça ou ça, ou bien c'était libre? À moitié. Il y avait, peut-être Isabelle pourra me corriger ou me compléter, il y avait environ une dizaine de mots-clés, on va dire, qui étaient pas tant à choix que proposés comme ça. Voilà, mais il y avait une grande marge de liberté. Mais par rapport aux valeurs et aux objectifs de la BSR, pour moi, je me suis dit, tiens, je ne vais pas écrire quelque chose dont le contenu est en lien avec ça, mais je vais écrire quelque chose dont la forme est en lien avec ça. Et lorsque j'écris un texte, j'investis toujours un espace. C'est un espace que j'investis. Et donc, j'ai écrit quelque chose où on ne voit rien, ou pas grand-chose. Et donc, vous me rassurez beaucoup. Ouais. Et donc, c'est, je pense, un texte qui fait appel à d'autres sens. Voilà, beaucoup à l'ouïe, beaucoup au toucher, et où en effet, on sait que des gens se disent des choses, mais on n'entend pas tout, on ne voit pas non plus grand-chose. Et donc, il y a une atmosphère en fait qui permet de créer un espace, et la personne qui lit ou celle qui écoute n'en sait pas beaucoup plus que les personnages. Voilà. Et donc, on est dans cet espace qu'on est amené à constituer. Et donc, ce que j'ai pris comme point de départ, c'est l'écoute. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit quelque chose qui s'apparente à un conte. Et en l'écrivant, je me disais, c'est pas terrible. Et je continue à penser que c'est pas terrible, mais en l'écoutant, parce qu'il était enregistré par Stéphane Richard, j'ai été rassuré et je me suis dit, ça marche. Parce que j'ai écrit un texte qui n'est pas fait pour être lu, mais qui est fait pour être écouté. Et en attendant la magnifique lecture de Stéphane Richard, je me suis dit, je pense que c'est bien. Alors je vais l'écouter parce que je l'ai lu. Et je suis étonné que vous disiez qu'on ne voit rien. Parce qu'effectivement, on ne voit rien, mais vous décrivez des choses. Il y a quand même une action, il y a des objets qu'on imagine. Enfin, vous nous donnez quand même des pistes. Donc le côté visuel n'est pas absent. C'était votre intention? Parce qu'il y a aussi de la lumière. Donc il y a beaucoup de choses qui situent l'action, la petite action qui se déroule et qui est très mystérieuse. Donc c'est plutôt une nécessité d'idées. Pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de narrateur externe qui vient dire les murs étaient faits comme ceci, ils ont été construits à telle date, et puis là derrière il y avait ceci, et puis il y avait cela. Mais on voit la lueur. Une main fait ceci, une main fait cela. Il y a en fait, la lumière qu'il y a, peut-être pour, je pense que les personnes présentes n'ont peut-être pas écouté en fait ce texte. Ça se passe dans un espace qui est indistinct, qu'on peut imaginer de différentes manières. Et puis il y a deux enfants avec une personne qui peut être un adulte, une adulte, qui sont en train de faire une sorte de petit bricolage en fait avec des cailloux, des mousses et des pierres. Et c'est le crépuscule et puis la nuit tombe et il pleut dehors. Et on comprend petit à petit qu'en fait ce qu'ils sont en train de faire, c'est une sorte de lit pour leur grand-papa qui est en train de mourir. Et du coup, on découvre petit à petit qu'il y a une discussion autour de la magie de la vie et de la mort qui est en train de se passer, qu'on devine à hauteur d'enfants qui sont en train de reconstituer quelque chose. On ne sait pas très bien si c'est en fait si c'est un peu un cercueil, si c'est un lit d'hôpital, si c'est quelque chose pour accompagner la vie. Et le tout est comme un conte, et à la fin, l'adulte se met à parler, et on ne sait pas très bien si en fait tout ça est un conte qui a été raconté par l'adulte, ou si c'est un conte que se racontent les enfants, ou si en fait tous les personnages sont eux-mêmes les personnages d'un conte et sont rentrés dedans. Et du coup, cette petite évocation qui est comme un tableau se ferme un petit peu sur lui-même comme ça. Moi, je l'ai lu comme un poème.
Oui, j'écris principalement de la poésie, donc c'est mon travail principal. Oui, c'est pour moi, voilà, je veux pas dire de gros mots en parlant de poésie, mais en fait, quoi que j'écrive, pour moi, c'est de la poésie. Enfin, que ça se présente sous forme de conte, de prose. Voilà. Mais c'est une prose qui effectivement, a un caractère poétique. Vous étiez d'accord avec cette idée? Je peux dire quelque chose? Oui, je voulais justement dire aussi à mon collègue écrivain que ce que j'ai ressenti en lisant son texte, c'est qu'on était devant un tableau de Rembrandt. Il y a une lumière, un ou deux personnages qui sont vaguement éclairés par cette lumière, et puis il y a beaucoup de choses qui sont dans l'ombre. Les lieux en particulier sont complètement dans l'ombre, on ne les voit pas, c'est presque toujours le cas chez Rembrandt. Mais il y a des éléments qui sont éclairés. Les mains, par exemple, j'étais très frappée par les mains. On voit une main qui fait ci, on voit une main qui fait ça. Et il y a un mystère et on a envie de savoir. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que vous veux intervenir? Oui. Alors on va changer. Oui, alors moi je l'ai lu dans le train tout à l'heure en venant à Delémont et j'ai eu la même impression que Jacques. J'ai lu ça comme un poème. J'ai lu ça comme un poème avec des lumières, enfin beaucoup d'obscurité et puis des percées comme ça de lumière. Et j'ai un peu saisi ce que mon confrère a dit, à savoir qu'il y a une question de vie et de mort derrière ce texte-là, mais sans en être vraiment persuadé. Alors, puisque tu parles de vie et de mort, on va rester avec ta nouvelle, où il est question de vie et de mort et d'oralité, oui, et d'écriture. Tu peux nous dire en 2 mots, sans tout dévoiler, quand même, ce qui t'a motivé à écrire cela pour la bibliothèque sonore? Alors, ce qui m'a motivé à écrire ce texte-là en particulier pour la bibliothèque sonore, c'est une conférence que Madame Albanese m'a demandé de donner à la bibliothèque sonore romande il y a une dizaine d'années de cela, et qu'on avait intitulé « Comment passe-t-on de l'oralité à l'écriture ?» Et lors de cette conférence, j'évoquais une des figures qui a accompagné mon enfance, c'était un oncle qui était par ailleurs ce qu'on appelle Gostar dans la région du Tchad d'où je viens, qui était un maître de la parole. Donc c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et comme il n'aimait pas du tout les livres. Il n'aimait pas du tout les livres. Pour lui, la parole, elle doit se vivre, se partager à coups de postillon. Hein. Et donc, les livres, pour lui, c'était des cercueils pour la parole. Et donc, on avait comme ça des très longues discussions autour de ce différend-là. Parce que moi, à l'époque, j'étais déjà scolarisé. Et donc, je défendais les livres. Sur la fin, c'était devenu un sujet autour duquel on rigolait ensemble. Mais c'était beaucoup plus profond que ça, parce que dans une société de tradition orale, la parole est au centre des liens qui lient les individus. Et je crois que avec le recul, j'ai le sentiment que l'attitude qu'il avait vis-à-vis des livres rejoint un peu l'attitude qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à l'IA. Hein, l'IA vient faire disparaître un certain nombre de métiers, et les gens qui pratiquent ce métier-là, ils sont pris de panique. Et lui, il savait confusément que les livres, ça venait lui prendre une partie du pouvoir, de l'importance sociale qu'il pouvait avoir, qu'il avait. Il faut que tu nous dises ce qu'est un maître de la parole. Alors, un maître de la parole, un Gostar, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui
qui sait raconter des histoires, qui sait jouer de plusieurs instruments de musique, qui sait mettre de l'ambiance lors dans les places mortuaires, dans les fêtes. Et le rôle principal du maître de la parole, c'est de transmettre l'histoire de la communauté. C'est-à-dire que c'est la personne qui s'informe sur ce qui se passe et qui est, du fait de sa formation, en mesure de remonter l'histoire de la communauté sur plusieurs générations. Donc c'est le dépositaire de l'histoire de la communauté et c'est une espèce d'encyclopédie vivante, c'est-à-dire que il connaît, il a un rôle aussi spirituel parce que c'est lui qui connaît les formules magiques par exemple qui peuvent protéger le roi parce que souvent il est au service d'un prince, n'est-ce pas? Et comme je l'ai écrit dans la nouvelle, quand il y a une guerre, quand la tribu affronte une autre tribu dans une guerre, le roi n'est pas la cible principale, c'est le Gostar qui est la cible principale. Parce que c'est lui qui détient tous les pouvoirs qui protègent son souverain. Et une fois qu'il est tué, le souverain, il n'a que 3 possibilités. Soit il se rend à l'ennemi, soit il prend la fuite, soit il se suicide. C'est vous dire l'importance du rôle du Gostar. Mais donc la parole. De la parole. La parole. Ouais. Et pour la bibliothèque sonore, tu as pensé à ça? Oui, dès que j'ai reçu l'appel de la bibliothèque sonore, je me suis dit, je vais écrire sur cette thématique-là. Est-ce que tu peux passer le micro à ta voisine pour qu'elle nous parle des cerises? Alors, le texte que j'ai écrit est un texte absolument autobiographique. Le personnage central du texte, je l'ai connu. Et la petite fille, bien, c'est moi. Alors, j'ai été depuis ma toute petite enfance confrontée au problème de la différence. Et le personnage central du livre doit vivre une vie tout à fait différente de celle qu'il avait choisie quand il était jeune, parce qu'un accident a fait qu'il a été obligé de se réorienter à la fois au niveau de son métier, au niveau de la langue, au niveau du pays dans lequel il a vécu. Et la petite fille, c'est-à-dire moi, j'ai vécu un peu la même chose, puisque je suis née d'une famille vaudoise, mon père était vaudois, mais il s'appelait Zimmermann, ce qui est déjà un premier signe d'étrangeté. Nous avons vécu en France en 1946, depuis 1946, alors que nous sommes suisses, que ma mère était, pas mon père, mais ma mère était suisse-allemande, ce qui fait que quand j'ai commencé à aller à l'école, je ne savais pas un mot de français. En plus de ça, je m'appelle en réalité Magdalena, et si vous aviez ma pièce d'identité sous les yeux, ou n'importe quelle autre pièce officielle, l'AVS, les impôts, enfin, toutes les pièces officielles, vous verrez que je m'appelle Magdalena. Mais personne ne m'appelle comme ça, parce que depuis l'âge de 6 ans, on m'a dit, si tu t'appelles Magdalena, tu n'auras jamais d'amis. Parce que en 1946, s'appelait Magdalena Zimmermann en France, alors qu'il y avait une année que les Allemands étaient partis, c'était pas un cadeau. Donc mon père m'a inscrite à l'école Madeleine, et depuis ce jour-là, tout le monde m'appelle Madeleine, mais ce n'est pas mon nom. Donc à 6 ans, j'ai dû accepter qu'on m'appelle autrement, que j'apprenne une autre langue, puisque je savais que le suisse-allemand, et qu'en plus de ça, je suis fille de pasteur dans un pays catholique. Donc, quand on sortait de l'école, à l'époque, l'école les Français avaient congé le jeudi toute la journée, mais le samedi, on allait à l'école jusqu'à 5 heures. Quand on sortait de l'école à 5 heures, toutes mes camarades de classe allaient se confesser dans une petite église de quartier qui s'appelait Sainte-Fébade, et moi, j'étais censée rentrer toute seule chez moi. Ce que je n'ai pas fait. Je suis allée avec mes petites camarades dans l'église, assises dans l'obscurité. Je les voyais entrer dans le confessionnal, sortir, aller faire des prières, et puis on rentrait toutes ensemble, et j'étais la seule à ne pas m'être confessée. Donc j'ai eu depuis les premières années de la vie à accepter de ne pas être comme les autres. Et le personnage du récit
lui aussi a dû accepter de changer de vie à un moment donné dans son existence parce qu'il y a eu un accident qui fait que sa vie a été complètement transformée. Donc c'est cette histoire-là que j'avais envie de raconter. Pour la BSR. Pour la BSR, bien sûr, parce que ceux qui lisent mes livres, ils ont tous été enregistrés à la BSR, bien, ils sont eux aussi, d'une manière ou d'une autre, confrontés à la différence et à vivre autrement que les autres. Est-ce que le motif de la différence, Alexandre, vous a préoccupé ou pas du tout? Est-ce que cette question se réfère au texte? Au texte, mais on peut en parler aussi d'autres choses. Ou bien en général. Moi, je me souviens de ce que vous avez écrit d'autre, et c'est peut-être quelque chose qui traverse de manière plus ou moins explicite ou souterraine votre œuvre. Oui. Je peux répondre de deux manières. Je vous réponds d'abord non. Puis ensuite, oui, peut-être. Alors d'abord non, parce qu'en fait, je pars jamais d'une idée quand j'écris un texte. Enfin, je travaille pas de thématique. Je travaille pas des sujets. Et donc, je travaille à partir de formes, à partir de bruit, de couleurs, à partir de la manière dont des choses se mettent ensemble, dont, je sais pas moi, une mousse, un bib d'eau. Enfin voilà, c'est toujours le départ de mes textes. Maintenant, rétrospectivement, il se trouve qu'en effet, que ce soit la vie de Peter dans Peter und so weiter, que ce soit ensuite dans Le vent vous embrasse mais jamais ne reste, et dans le dernier texte qui est paru chez Art et Fiction il y a quelques mois. Je ne connais pas. Comment il s'intitule? Là où chante l'orage. Là où chante l'orage. Voilà. Et c'est des textes qui sont vraiment écrits pour être lus et pour être entendus, et qui se présentent plutôt comme ce qu'on pourrait appeler c'est une polyphonie en fait. Il y a plusieurs voix, puis il y a des chœurs. Et je crois qu'en effet, on me l'a déjà fait remarquer, et je pense que je peux souscrire à cette remarque. De près ou de loin, il s'agit toujours de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont marginales par rapport à la norme. Que ce soit des normes de société, des manières de vivre, des manières de dire ou de faire. Et c'est vrai que mon intérêt, que ce soit pour les gens, la manière dont ils pensent, dont ils parlent, que ce soit les lichens ou les insectes, enfin c'est toujours des formes de vie qui sont plutôt marginales, et donc c'est ça qui m'interpelle, disons, à partir de quoi j'écris. Ouais. La musique joue un grand rôle dans votre vie. Dans ma vie, je sais pas. Dans votre œuvre. Oui. Dans votre pratique. Ouais. La musique, je sais pas. Les sons, ouais, les sonorités. Ouais. Je suis pas du tout musicien. Par contre, c'est vrai qu'il y a vous vous entourez souvent plusieurs fois, vous êtes entouré de musiciens. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose c'est une veine qui a été creusée depuis les premières lectures où j'ai travaillé avec un pianiste. Et en effet, le fait de lire sur scène, en fait, m'a fait énormément prendre conscience de choses, de manière de respirer, de travailler les rythmes, etc. Et c'est quelque chose qui s'est accentué encore dans Peter, où du coup l'oralité est travaillée. Le personnage principal parle en fait à la troisième personne, et du coup c'est une langue et un langage qui est né de la rue, avec beaucoup de mélange de langues et d'expressions. Et puis c'est quelque chose que j'ai poursuivi encore plus justement dans ce dernier texte qui est paru chez Art et Fiction, où là c'est vraiment des textes qui sont ce sont comme des monologues en fait. Les personnes parlent, elles sont là, il y a une voix et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où elles parlent, mais ce qu'on a, c'est ce qu'elles disent. Et il y a des voix qui sortent du silence comme ça et qui retournent dans le silence. On ne sait pas qui c'est, donc je comprends pourquoi vous disiez, vous écrivez là où vous en êtes. Au début, vous avez dit je pars de là où j'en suis, et vous êtes dans cette espèce d'indétermination très visuelle. C'est à la fois très défini et très indéfini, donc c'est très curieux. Oui, c'est très curieux. C'est très peut-être walserien aussi, une manière très picturale en fait, comme le faisait remarquer Madeleine avant, de voir les choses un peu par le dessus. Et en effet, la profondeur est créée plutôt par
par une forme d'écho, une forme de force qui se dégage du lien qu'il y a entre les mots, entre les sons et un rythme. Et c'est ça qui m'intéresse de travailler lorsque j'écris. Ouais. Est-ce que vous avez choisi un passage à nous lire ? Oui. C'est peut-être le moment qu'on entend. Oui, très volontiers, c'est pas très long. Quand vous parliez de Peter Unsoweiter, je me disais c'est un livre à écouter, plus qu'à lire. Parce que je vous avais entendu le lire, le dire sur scène, et c'était effectivement très oral. Celui-ci m'a paru moins oral, plus écrit, et je suis très curieux de voir quel passage vous avez choisi. D'accord. Oui, c'est différent en effet, c'est-à-dire qu'il est oral dans le sens où c'est plutôt comme je disais, c'est plutôt un conte, je pense, et voilà, on peut le lire comme ça, mais je pense que c'est très bien que la BSR l'ait enregistré, enfin celui-ci et les autres, parce que je pense qu'il mérite plus d'être entendu. Voilà. Et Stéphane Richard le lit très bien, mieux que moi, je pense. La personne se leva et se dirigea vers la porte. La poignée et la porte en bois grincèrent à leur façon. Un rideau de pluie tombait dans le noir, et à présent on ne distinguait plus le pré ni la forêt. Tout n'était que son au dehors, son de la pluie sur le monde, des nuages jusqu'aux sous-bois couverts de fougères. La personne resta sans bouger dans l'encadrure de la porte. Le son de la pluie entrait dans l'espace et résonnait lointainement sur les murs, formant des triangles, des points, des barrettes, des étoiles, de petites formes évanescentes à l'oreille, une harmonie sans cohésion, sans but, sans partition. Chaque forme entrait en contact avec une autre, donnant cette harmonie de formes invisibles, toujours pareille, à jamais changeante. L'enfant à la pierre se leva et alla se caler entre l'encadrure de la porte et la personne, lui repoussant un peu la hanche de la tête. La personne lui passa le bras sur l'épaule, et les deux restèrent ainsi à écouter. Au bout d'un moment, la personne fit un pas en arrière et tira la porte pour la fermer. L'enfant à la pierre se recula et les deux revinrent vers l'enfant à la plume. « Je ne sais pas si mes pouvoirs sont assez forts, » dit l'enfant à la plume. La personne lui chuchota quelques mots et lui passa plusieurs fois la main dans les cheveux. Puis elle s'assit par terre, à côté d'eux. L'enfant à la pierre récupéra les tas de pierres et de coquilles laissés sur le côté et se mit à les arranger. L'enfant à la plume lui demanda quelque chose. « Je ne sais pas encore, » dit l'enfant à la pierre. Alors l'enfant à la plume se remit à chercher dans le contenu mou et en sortit une plume. Une belle plume avec une alternance de couleurs claires et foncées, ainsi que des reflets bleus qui brillèrent lorsqu'il la fit tourner entre ses doigts devant les bougies. « Attention de ne pas la brûler, » dit l'enfant à la pierre. Puis il recula de quelques centimètres pour laisser plus de place à son nouvel arrangement. « C'est une cabane, » dit l'enfant à la pierre. « Là, c'est la cheminée. Elle fume. »« Oui, je savais, » dit l'enfant à la plume. « Moi, je mets la plume sur grand-papa pour ne pas qu'il ait froid. » L'enfant à la pierre prit une pierre installée autour de la mousse pour l'ajouter à sa cabane. L'enfant à la plume tenta de la reprendre. « C'est pour grand-papa, » dit l'enfant à la plume. « Mais j'en ai besoin pour ma cabane, » dit l'enfant à la pierre. Les deux mains se crispaient et tiraient chacune de leur côté. L'enfant à la pierre n'osa pas tirer de toutes ses forces, et la pierre resta dans la plus petite main, qui remit la pierre à sa place. La personne sortit de sa poche d'autres pierres qu'elle déposa à côté de l'enfant à la pierre, en les lui montrant. Il se saisit des pierres sans rien dire, et ajouta des fenêtres, une porte, divers détails, peut-être un jardin et ce qu'on peut trouver dans un jardin, ou toute autre chose. Peu de silence après ça. Je vais demander à Nétonon de nous lire un passage aussi. On est dans un autre monde, une autre inspiration.
chez le maître de la parole. Qu'est-ce que tu as choisi comme passage? Alors, j'ai choisi... Il faut que tu prennes le micro. Pardon. J'ai choisi, en fait, la nouvelle, il y a un conte qui est enchâssé dans la nouvelle, et je vais vous lire l'incipit du conte. Alors, vous savez, la nouvelle parle donc de cette opposition entre le grand maître de la parole et son disciple, sur la nécessité de transcrire la parole ou pas. Et donc c'est là autour que tourne la question du partage. Et donc je vais vous lire l'incipit du conte. Garde le micro tout près. Oui. La possibilité d'être en conflit avec soi-même est l'un des traits communs à tous les êtres humains. Toutefois, le drame intime que vit Godo-Godo n'a pas de précédent connu. En effet, ce sont les divers organes de son propre corps qui se chamaillent, sitôt qu'aucune oreille étrangère ne rôde alentour. Le cactus de la dissension ne darde qu'une unique, mais grosse épine. Son ventre accaparerait la portion royale de ce qu'il absorbe, ne faisant aux plaignants que l'aumône d'une écume à peine suffisante à leur survie. Ce sont d'abord ces orifices supérieurs, inférieurs et auxiliaires qui ont en cœur dénoncé l'écart appréciable entre ce qu'il ingurgite et ce qu'il évacue. Ses jambes, son postérieur, ses bras et son cou ont ensuite comparé le cumul de leurs rations respectives au volume total de nourriture en jeu et ont fini eux aussi par s'estimer lésés dans le partage. Quand sa tête, encline par nature à l'élévation, à la modération et à la conciliation, est à son tour gagnée par la fronde, Godo-Godo ne sait plus à quel arbitre recourir. Il n'en mobilise pas moins toute son énergie pour ne rien ébruiter de cette querelle intestine qu'il tient à régler dans le strict secret de son âme. Il concède de bon gré la difficulté de démentir l'accusation. Pour peu que l'affaire soit portée devant un tribunal, n'importe quel juge hurlerait à l'iniquité, moyennant un banal coup d'œil à sa silhouette. Car, chaque jour, il mange à satiété et boit jusqu'à plus soif. Pourtant, seul son cimetière à poulets, son ventre, tire profit de sa gloutonnerie en dévoilant une rondeur de grossesse à terme. Dans le même temps, le reste de son corps ne conserve que la peau sur les os. Ce côté... Merci. Le côté grotesque, le côté appuyé, ça vient d'un conte que tu as entendu quand tu étais enfant ou ça vient de toi? Ça vient de moi. Ça vient de moi parce que ce conte, c'est moi qui l'ai inventé de toutes pièces. Donc c'est pas ton Gostard qui te l'a raconté? Non, c'est pas mon Gostard qui me l'a raconté. Il m'en a raconté beaucoup d'autres, mais... Donc celui-ci est de ton cru? Celui-ci est de mon cru. Spécial pour la BSR? Spécial pour la BSR. Vous avez de la chance. Voilà. D'où est partie cette idée? D'où est venue cette idée? Alors, cette idée, c'est parti finalement d'un conte qui se dit traditionnellement dans ma région d'origine, mais c'est un conte, c'est quelqu'un qui mange tellement, qui se cache pour manger et qui mange tellement qu'un jour son ventre éclate. Donc c'est de là que je suis parti.
Mais vous voyez, c'est beaucoup plus original. C'est beaucoup plus original. Voilà. Mais cela dit, je reste parce que moi, comme Jacques l'a dit tantôt, j'ai fait des études de mathématiques. J'ai travaillé comme informaticien. Je n'ai pas fait d'école. Je n'ai pas étudié les lettres. Donc, toute ma technique de narration, je la tiens d'émettre la parole. Hein. Je la tiens d'émettre la parole, et puis des livres que j'ai lus par moi-même, des classiques français. Tu es un écrivain inspiré par l'oral. Voilà, je suis un écrivain inspiré par l'oral. Tout à fait. Et pour vous, Madeleine, c'est bien différent. Vous avez étudié les lettres. Oui, j'ai fait des études de lettres, en effet. J'ai enseigné la littérature française toute ma vie. Voilà. Et l'inspiration vient... Parce que la plupart de vos livres sont tous ancrés dans une réalité vérifiée. Oui. En partie votre famille, en partie d'autres. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, mon nom de jeune fille, c'était Timmerman. Et nous sommes vaudois, bourgeois de Chavannes-le-Chêne, près d'Yvenant. Et depuis toujours, j'ai demandé souvent à mon père comment ça se fait, parce que ce qui paraissait évident, c'était une famille d'origine suisse-allemande. D'ailleurs, sur Wikipédia, je sais pas, vous êtes bâloise. Je suis née à Bâle par hasard. Ah, voilà. Parce que ma mère se trouvait là quand je suis née. Tout à fait par hasard. J'ai jamais habité Bâle. Mais donc, quand j'étais enfant et que je demandais à mon père, mais comment ça se fait qu'on s'appelle Timmerman et qu'on est vaudois, il répondait toujours très, très, très évasivement. Et moi, j'en avais conclu que c'était une origine suisse-allemande. Et quand j'ai pris ma retraite, je me suis interrogée sur cet ancêtre à cause de qui nous sommes vaudois. Je suis allée aux archives cantonales vaudoises. Je le raconte parce que c'est tellement amusant. Et j'ai dit, j'aimerais bien savoir comment ça se fait qu'on est vaudois. Et puis l'archiviste qui m'a répondu m'a dit, vous êtes de Chavannes-le-Chêne ou de Chavannes-le-Véron? J'avais juste dit mon nom de famille. Et il a su dire tout de suite, Timmerman, de Chavannes-le-Chêne ou de Chavannes-le-Véron. Et j'ai dit de Chavannes-le-Chêne, et il m'a dit 1880. Votre arrière-grand-père venait du Grand-Duché de Bade, donc c'était un Allemand. Et ça explique pourquoi mon père, quand j'étais élève en 46 en France, il voulait pas dire que sa famille était d'origine allemande, parce que évidemment c'était problématique. Alors, je me suis aperçue en étudiant cette famille que c'était une famille un Allemand qui est arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans, qui s'est marié en Suisse, qui a eu à Sainte-Croix, dans le canton de Vaud, 14 enfants qui ont tous travaillé pour les boîtes à musique. Et quand les boîtes à musique se sont effondrées, ils ont émigré partout. Donc j'ai de la famille en Russie, en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Égypte. Et une tante est restée en contact avec tous ces gens. Et quand elle est morte, on a hérité de son secrétaire et ça m'a permis de retrouver tous les descendants de ce cordonnier de Sainte-Croix. Et c'est l'origine de mon écriture. Étonnant. C'est bien la bibliothèque sonore, je trouve, on apprend beaucoup de choses. Quel passage est-ce que vous allez nous lire? Voilà, alors je vous raconte l'histoire qui se passe donc dans la région où j'ai grandi, dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France, où il y avait beaucoup de Suisses. Quand j'ai fait des recherches dans la région, j'ai vu que à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, dans le registre des étrangers mobilisables, il y avait des Suisses dans tous les villages. Et ils étaient venus entre les deux guerres. Ils étaient venus entre les deux guerres pendant une période de récession. Et mon père était le pasteur de tous ces Suisses parce que les protestants étaient partis avec un pasteur et les catholiques étaient partis avec un prêtre. Mais ils étaient aussi tous partis avec leurs vaches. Ça vous donne une idée de la manière dont les Suisses émigraient en 1920. Et le premier pasteur de cette région raconte qu'il était descendu à Agen avec un casque colonial et que quand, dans la rue d'Agen, il s'est aperçu que tout le monde se retournait sur son passage, il a tout d'un coup ouvert ses yeux, il a vu que les Français portaient des bérets. Donc la différence. Voilà, alors mon personnage se trouve dans le Lot-et-Garonne et il s'appelle Rudolf Kuffer. Donc vous voyez qu'il n'est pas de là. C'est pas un nom gascon. En plus, il était instituteur et le voilà paysan. Donc une vie qui, à un moment donné, a basculé et c'est de lui que je vais vous parler.
j'étais sur place pour cueillir des cerises, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'arbres. Allons-y, a suggéré Rudolf Coufer sans me regarder, pendant que la 2 chevaux de mon père entamait le virage pour s'éloigner. Nous avons marché côte à côte pour gagner la plantation. 2 échelles étaient déjà posées dans un des arbres. Il a fixé la petite près de la sienne. « Comme ça, je te surveille », a-t-il dit en riant. « Tu sais qu'en Suisse, j'étais maître d'école. J'étais un maître très sévère. Tu me crois ?» Il n'avait pas l'air sévère. Je ne le croyais pas vraiment. « Je sais que vous êtes poète. Vous inventez des liturgies. Vous les dictez à papa qui les lit le jour de fête. » Je me suis mise à la cueillette. Bien sûr, je mangeais les fruits plutôt que de les glisser dans le panier qu'il avait accroché à un des barreaux. Pourtant, très vite, je les ai oubliés parce que j'étais fascinée par sa main. Elle allait parmi les feuilles avec une grande légèreté. Elle semblait flotter ou voler, passer entre les rameaux, effleurer parfois un collier de cerises. Il les détachait alors avec soin, s'approchait prudemment du panier, en cherchait des doigts le rebord et les faisait rouler. Sa main ensuite remontait lentement entre les branches, elle allait, venait comme un papillon ou comme un oiseau. « Mais tu ne cueilles rien. Est-ce que tu serais un peu paresseuse ?» a-t-il dit tout à coup. « Non, non, je m'y mets. Je vais en cueillir beaucoup. Maman fera des confitures. » Je faisais semblant d'obéir. Je voulais être une bonne élève, puis j'oubliais et contemplais de nouveau cette main qui se promenait dans le feuillage à la recherche des fruits. Quand il n'en trouvait plus, il montait d'un échelon, son pied se levait lentement, se posait plus haut, et sa main recommençait son vagabondage. J'étais tout près du sol. Sa tête disparaissait dans l'arbre au-dessus de moi. Elle était environnée de rayons de lumière, de feuilles et de fruits. Je ne la voyais plus, mais j'entendais toujours sa voix mêlée au bourdonnement des guêpes. « Tu n'en manges pas ? Elles ne sont pas bonnes, mes cerises ? » ?»« Si, si, elles sont très bonnes. J'en avale des tas. » Ce n'était pas vrai. Il faisait semblant de me croire et m'encourager. « Mange-en tant que tu veux. Ne sois pas timide. Que veux-tu que je fasse de tous ces fruits ? Ils vont être picorés par les merles si tu ne les prends pas. » Je me dépêchais, je m'exécutais. J'en mettais 3 à la fois dans la bouche. Dans ma hâte, j'avalais les noyaux. Je ne sentais même plus le goût des fruits. Mes mains poisseuses collaient au barreau de l'échelle. Et toujours cette voix descendait du haut de l'arbre pour m'encourager à manger. « Tu gardes les noyaux dans ta main. Ne fais pas ça. Crache-les. Si tu as la main pleine de noyaux, tu ne peux pas te tenir convenablement. Crache-les loin. C'est amusant de cracher des noyaux de cerises, non ? Oui, oui, c'est très amusant. » J'étais toute secouée tellement je crachais fort pour lui faire plaisir. Et la tête renversée en arrière, je cherchais encore dans l'arbre cette tête et cette main. Mais je ne les voyais plus, invisibles et perdus. Alors tout à coup, je ne sais pas pourquoi, comme pour me libérer de tant d'émoi, j'ai crié à tue-tête « C'est pas vrai que vous étiez un maître sévère, je ne vous crois pas !» J'ai repris mon souffle pour crier plus fort encore en direction des nuages « Vous êtes un poète !» C'est ça que je dis. Isabelle, je m'inquiète un peu pour Daniel Douret parce que si on ne m'avait pas dit où c'est, je n'aurais pas trouvé. Peut-être qu'il est en train d'errer dans la cour.
Est-ce que vous avez envie d'intervenir vous êtes tous lus entre vous. Est-ce que vous avez envie de parler un peu de ce que vous avez lu chez les autres? Je ne vous force pas, mais c'est une possibilité. Oui. Je peux dire quelque chose? Moi, j'ai été très émue par le texte de mon voisin de droite à cause de cette question de l'oralité. Parce que moi, je suis professeur de français, donc j'ai essentiellement travaillé sur l'écrit. Mais dans mon enfance, dans cette région où j'ai grandi, les gens étaient très bavards. Et ils parlaient beaucoup et racontaient des histoires. Et ça m'a beaucoup ému d'entendre votre texte parce que ce thème de l'oralité vous habite, comme il a habité aussi un tout petit peu mon enfance. Dans cette région, il y a une fleuve qui s'appelle la Garonne et qui déborde très régulièrement. D'ailleurs, ces derniers mois, de nouveau, il y a eu dans la maison que j'ai habité 1,50 m d'eau. Et quand j'étais enfant, on a eu une fois 2,80 m d'eau. On habitait au premier étage et tout le rez-de-chaussée était dans l'eau. Donc cette histoire de l'inondation, je l'ai vécue. Et à la suite de cette inondation, les gens racontaient des histoires absolument incroyables. Notre voisin disait qu'il avait eu un pot de fleurs sur la table de la cuisine, que la Garonne avait poussé la table dans le jardin, mais que le pot de fleurs était toujours là une fois que la Garonne s'était retirée. Donc vous voyez bien que c'est totalement invraisemblable. Et entendant toutes ces histoires qui se racontaient, ma mère disait tout le temps, ma mère bonne protestante bernoise, disait tout le temps, mais ils mentent sans arrêt ces gens. Et mon père répondait, mais non, puisque tout le monde sait que c'est pas vrai. Eh bien, merci beaucoup, Madeleine, d'avoir retenu d'avoir mis en lien l'oralité telle que moi je l'ai vécue en Afrique et puis l'oralité telle que toi tu l'as vécue. Et c'est vrai que l'oralité, ça c'est bon côté. Hein. Il y a ce côté inventif. Hein, du courant oral qui est remarquable. Mais ça a aussi ses limites parce que c'est pas toujours la vérité n'y trouve pas toujours son compte. Hein, c'est ça. Quand il s'agit de faits historiques, hein, de faits qu'il faut par exemple voir à la grille de la rationalité occidentale, eh bien ça ne marche plus. Donc c'est ça. Or, dans nos pays aujourd'hui, c'est la rationalité occidentale qui est qu'on essaye d'imposer partout. Mais non, puisque dans son récit, tout le monde savait que c'est pas vrai, donc c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, on va saluer Daniel de Roulet. Bravo d'être arrivé jusque-là malgré l'absence de train. C'est pas très facile depuis Genève. Daniel de Roulet est aussi fils de pasteur. C'est un jurassien de Genève qui a étudié à Lausanne, travaillé longtemps dans le nucléaire, milité de manière assez radicale, donc très loin du parti radical. Il marche énormément, voyage énormément, écrit énormément. Je n'ai pas compté précisément, disons, une vingtaine de romans, au moins, une demi-douzaine de livres de voyage, une bonne douzaine d'essais et 4 récits du genre autobiographique. Sa lettre à son père aux éditions Labor et Fides, sous le titre « À la garde », reste pour moi un beau souvenir. Son texte pour la BSR est une lettre adressée de... Comment ça se prononce? Tsukumbia, dans l'Alabama, par le voyageur Daniel de Roulet, à une femme étonnante, née à Tsukumbia, dans une famille d'origine suisse. Elle était aveugle et sourde et elle aimait les livres. Elle disait « La littérature est mon utopie, là je ne suis pas une étrangère. Aucune barrière des sens ne m'exclut du doux murmure de mon ami de livre. » Mais elle avait des idées eugénistes par rapport au handicap. Daniel, comment es-tu arrivé à écrire une lettre qui soit un parfait concentré thématique qui concerne les auditeurs de la bibliothèque sonore, tout en étant quelque chose de vécu et d'habité? Alors, bonjour, excusez-moi du retard. Alors la question, savoir comment je suis arrivé là. En fait, j'ai beaucoup voyagé du côté du Mississippi et ensuite de différentes rivières comme le Tennessee. Et j'étais tombé un peu par hasard, je dois dire, sur l'endroit où est née Hélène Keller. Et j'avais un vieux souvenir d'avoir lu une fois un livre
où elle racontait sa vie. Et là, je me suis rendu compte à quel point, aux États-Unis, cette vie est un peu, comment dire, enjolivée et racontée d'une manière qui correspond plus à Walt Disney qu'à une vérité, quoi. Et donc, voyant ça, j'étais un peu triste pour elle. Et c'est pour ça que je lui ai écrit une lettre, quoi, pour dire, voilà, je suis arrivé là, voilà ce que je vois, voilà ce que vous n'aurez pas vu, et voilà la discussion qu'on aurait pu avoir. Parce qu'effectivement, Hélène Keller a été mythifiée, mais en même temps niée. Et aux États-Unis, il y a toute une filière de conspirationnistes qui prétendent que cette femme, donc qui à partir d'1 année et demie ne voyait plus et n'avait pas l'usage de la parole direct, donc elle n'avait pas appris à parler, que en fait c'est un fake, que c'est une femme qui, ou bien elle simulait, ou bien on a raconté des choses sur elle qui n'étaient pas vraies, mais que c'est de toute façon impossible d'apprendre plusieurs langues quand on est dans ces conditions de handicap. Alors que je crois que les preuves sont là, et j'ai vu aussi des photos, des films où on comprend comment elle a appris à parler et comment elle faisait pour comprendre la parole des autres tout en étant sourde, c'est-à-dire en leur mettant... il y a des très belles photos où on voit comment elle met ses doigts sur les lèvres de la personne qui lui parle. Et notamment, il y a une photo où on voit avec le président Kennedy qui est en train de faire son compliment, enfin des compliments pour elle, et pour les entendre, eh ben, elle touche d'une part ses lèvres et avec l'autre main, elle touche dans la région du cou pour toucher. Enfin, je pense qu'elle avait une sensibilité incroyable pour voir les cordes vocales. Voilà, donc c'est une figure qui est connue. Enfin, elle est peut-être moins connue aujourd'hui, mais il y a beaucoup de. Quand je dis as-tu lu le livre, il y en a beaucoup qui me disent oui, j'ai lu. Et donc, ça méritait bien une petite lettre, non ? Ça méritait bien une petite lettre, et c'est bien de l'envoyer par l'intermédiaire de la bibliothèque sonore. Alors, en même temps, tu redresses des choses, tu redéfinis le personnage, tu corriges le portrait. Oui, alors, il y avait quand même donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas sa vie, en 2 mots, elle a été, si vous voulez, éveillée à la possibilité de s'exprimer par une femme qui était elle-même aveugle depuis 19 ans, depuis qu'elle avait 19 ans. Et là, à 20 ans, la famille Keller, trouvant que leur fille était vraiment insupportable et très méchante, et elle avait à ce moment-là, je crois, 3-4 ans, et ils ont pris cette institutrice, elle l'appelle ma maîtresse, qui s'est occupée d'elle pour le reste de sa vie et qui a été, elle a fait passer, elle lui a appris à parler, elle lui a appris à comprendre le monde. Et cette femme, Sullivan, elle avait des idées qu'on qualifierait aujourd'hui d'anarchistes. Et on a longtemps pensé que c'était en fait elle qui avait influencé Hélène Keller, et que quand Hélène Keller vitupérait contre le capitalisme, ou quand elle s'inscrivait au parti IVV, qui était le syndicat des anarchistes américains, ou quand elle prenait position contre la guerre, contre la bombe atomique, etc., c'est parce qu'elle était mal informée par sa maîtresse. Mais en fait, elle était parfaitement capable de raisonner par elle-même, et c'est pas parce qu'elle avait une infirmité ou un handicap que voilà, sa tête n'aurait pas fonctionné bien. Et donc, voilà, il y a toute une partie qui est occultée, parce qu'ensuite c'est le département d'État, donc les affaires étrangères des États-Unis, qui l'ont envoyé à travers le monde, y compris en Russie d'ailleurs pendant la guerre froide, pour expliquer la paix dans le monde, d'une part, c'est-à-dire un espèce de message qu'on appellerait occidental aujourd'hui, voilà, pour expliquer comment était la meilleure manière de vivre, et pour défendre aussi ce qu'on appelait le American Way of Life, c'est-à-dire le fait que chacun doit se démerder pour s'en sortir. Voilà. Et elle avait un peu cette attitude, c'est-à-dire que on la faisait rencontrer des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, des blessés de guerre, des
des gens très handicapés par le champ de bataille, et elle leur tenait un discours qui était quand même assez fou, qui disait faut que vous démerdiez tout seul. Voilà. Volontariste, et ça faisait partie du message quand vous voulez partir. En plus, il y a eu une concurrence incroyable entre les organisations qui défendaient les sourds et les aveugles. Ils ne voulaient pas que ça soit mélangé. Or, elle était les deux. Et donc, elle devait toujours dire oui, mais je suis... Voilà, il y a ça et ça. Et on lui disait non, c'est nous qui vous payons, nous, alors, en tant qu'aveugle, donc il faut que vous surreprésentiez la partie, ce handicap-là, et ne pas parler de l'autre. Et d'ailleurs, je le dis pour ceux qui auraient lu le livre, ce livre s'appelle Aveugles, sourds et muettes. Et en anglais, c'est History of My Life, ou quelque chose comme ça. Elle a écrit ça à 23 ans. Et en fait, elle n'était pas muette. Le titre est faux. C'est-à-dire, elle ne savait pas parler à notre manière, mais pour des gens qui avaient l'habitude de l'entendre, ils arrivaient parfaitement à décrypter ce qu'elle disait, parce qu'elle avait une élocution, et si vous l'écoutez sur des enregistrements, on voit bien, au bout d'un moment qu'on écoute, qu'on comprend ce qu'elle dit. Donc, de l'accuser, si j'ose dire, de mettre toujours ensemble sourds et muets, elle s'est beaucoup battue là contre, pour expliquer que c'était pas comme ça. Et c'est aussi à cause de ça qu'on a dit, oui, mais c'est pas possible. Elle devait sûrement tout entendre, ou bien elle devait... Voilà, c'est ça les fake news qui sont partis à côté de sa propre légende. Et tu soulignes un fait assez dérangeant pour nous aujourd'hui, c'est qu'elle avait des idées eugénistes, et qu'elle trouvait que, dans certains cas, les porteurs de handicap ne méritaient pas forcément d'être maintenus en vie à tout prix. Oui, alors pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un fameux procès entre un médecin eugéniste et la cour d'un État américain. Il a été accusé de non-assistance à personne en danger, c'est-à-dire qu'il y avait un nouveau-né qui avait quelques mois et qui souffrait d'une malformation qui pouvait être éventuellement guérie par une opération. Mais cet enfant né était vraiment avait de nombreux handicaps, et on pouvait imaginer qu'il aurait beaucoup de peine à vivre. Et il y a eu un débat au moment où il a été accusé, ce médecin, de ceux qui disaient mais enfin il a bien eu raison. Parce qu'il l'a laissé mourir. Parce qu'il l'a laissé mourir. Il a refusé de faire l'opération. Dans des conditions comme ça, c'est criminel de faire une opération. Alors que aujourd'hui, notamment les féministes américaines, qui sont handicapées de la vue, par exemple, elles sont vent debout contre ce genre de prétention, en disant nous on est là parce qu'on nous a laissé vivre, donc premièrement on serait même pas là pour se défendre, et deuxièmement vous n'avez pas le droit de juger de la souffrance ou de la non-souffrance de quelqu'un qui par ailleurs peut être un humain comme nous. Voilà. Et donc oui, j'étais un peu choqué de cette position qu'elle avait prise en 1915, mais il faut la replacer dans un contexte où, effectivement, il y avait, même chez des gens très progressistes, l'idée que, si le handicap est trop lourd, alors elle revendiquait qu'il y a un collège de médecins qui décide pour savoir si ce nourrisson très mal formé avait le droit de vivre. Est-ce que le temps passe très vite. Est-ce que tu veux bien nous lire un passage? Parce que tes collègues ont lu. On ne va pas faire d'inégalité. Bon, alors je vais vous lire le début dont j'ai peut-être un peu déjà parlé. Comme ça, on est en terrain connu. Chère Hélène Keller, me voici à Tsukumbia, en Alabama. J'arrive de l'aéroport de Memphis, où j'ai loué une voiture. Il m'a fallu à peine 3 heures par la route US 72 pour rejoindre votre maison natale transformée en musée et complétée par un magasin de souvenirs. J'y ai fait cet après-midi une première visite avant de me retrouver au motel d'où je vous écris.
Là, je saute un bout. Je compte retourner à cette maison, Ivy House, demain matin tôt, avant l'arrivée en masse de vos admirateurs. Je tiens à partager avec vous l'impression que cette première visite m'a laissée. Ça m'aidera peut-être à remettre en place la mémoire de votre incroyable existence. J'ai débarqué ici avec peu d'informations sur votre vie. J'avais lu il y a longtemps le livre que vous avez publié à 23 ans, en 1903. En anglais, il s'appelle « Histoire de ma vie » et en français « Sourde, muette, aveugle ». Je m'étonne que depuis 1915, au fur et à mesure des éditions françaises de ce livre, l'éditeur ait perpétué cette grossière erreur qui assimile sourde et muette. Vous étiez bien sourde et aveugle, vous n'étiez pas muette. Dans l'exposition que je viens de visiter, j'ai découvert un court extrait de film dans lequel on vous voit articuler des phrases en anglais, certes difficiles à comprendre, mais qu'une personne habituée à votre élocution interprète sans peine. Après avoir appris à communiquer grâce à un alphabet qui passait par vos doigts, vous aviez réussi à la suite d'années d'efforts à vous exprimer par la voix. Le film montre comment vous appréhendiez le monde par des caresses. Vous touchiez les lèvres, les narines et les cordes vocales de votre interlocuteur et vous entendiez, entre guillemets, sa voix. Vous êtes la seule personne qui a palpé plusieurs présidents des États-Unis pour comprendre ce qu'ils vous disaient. Je vous imagine caressant le visage du président Kennedy tandis qu'il vous rend hommage. Vous n'étiez pas aphone, mais je constate que le titre de votre première autobiographie continue d'associer, dans plusieurs autres langues aussi, sourde et muette. Voilà une idée reçue que vous avez su balayer. Les sourds de naissance ne sont pas condamnés à être muets. Mais je m'emballe déjà sur un aspect de votre légende, tandis que je ne vous ai pas encore dit toute l'admiration que je vous porte, comme des générations d'enfants qui, d'une manière ou d'une autre, entendent parler de vous. Voilà, je laisse encore un petit bout. Dans le musée de votre maison natale, on vend la reproduction miniaturisée de cette fameuse pompe à eau à travers laquelle vous est apparue l'ouverture vers le monde des signifiés. Je dis vite en deux mots, c'est la fameuse histoire où elle a compris que le mot water, l'eau, ça mouillait. C'est-à-dire que sa maîtresse lui a mis la main sous une pompe à eau et à ce moment-là, elle a compris l'eau et puis elle a pu faire la liaison avec le mot eau. Et donc cette pompe à eau, elle est reproduite partout, et notamment dans ce magasin de souvenirs. Ces minuscules pompes à eau, comme des tours Eiffel qu'on accroche aux porte-clés, ne sont qu'un des nombreux gadgets qui servent des souvenirs aux visiteurs du monde entier. Ils peuvent acquérir des magnets, des napperons, des couvertures brodées à votre nom, des cuillères en argent, des tasses, des verres, des casquettes, des assiettes, des t-shirts qui vous célèbrent et des timbres-poste à votre effigie. Dans la petite librairie qui complète ce magasin de gadgets, comme on en trouve à Lourdes ou au Mont-Saint-Michel, des dizaines de livres en différentes langues évoquent votre destin. À votre naissance, en 1880, à Tsukumbia, votre village ne comptait que 1300 habitants. Aujourd'hui, ils sont plus de 8400. Beaucoup d'entre eux profitent du tourisme lié à votre lieu de naissance, depuis la boutique de hamburgers au restaurant gastronomique. Chaque année, pendant tout le mois de juin et jusqu'à mi-juillet, une troupe de théâtre locale offre pour $15 le spectacle de The Miracle Worker qui retrace les premières années de votre vie. La représentation a lieu les vendredis et samedis en fin d'après-midi, sauf si elle tombe sur le 4 juillet, quand le feu d'artifice célèbre la fête nationale. Alors, il est déjà 12h20, presque, 12h15. Isabelle, vous avez le micro. Qui désire la parole? Personne. C'est toujours comme ça, la première question est difficile. Oui. On peut toujours compter sur vous. Je vais m'y lancer. Pardon, il faut l'allumer. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce que nous avons entendu ce matin. C'est toujours agréable de rencontrer des auteurs qu'on a eu l'occasion de lire.
on comprend parfois beaucoup mieux leurs écrits si on en sait un tout petit peu plus sur leur vie. En particulier, j'ai été ravi d'entendre Madame Knecht-Zimmermann, dont j'ai lu beaucoup de ses livres. Et ça me rappelle toujours que quand j'étais à l'école à Lausanne, à l'asile des aveugles, il nous est arrivé, dans les années 50, une petite fille aveugle d'Agen, et qui était précisément une de ces Suissesses qui avait émigré avec sa famille dans la région dont nous parle Madame Knecht-Zimmermann. Donc pour moi, même si nous avions quelques années de différence, je ne peux pas dire que c'était une personne qui m'était proche, mais ça m'a rappelé que je connaissais une personne qui venait de cette région. Quant à Monsieur Tsekeri, j'ai lu récemment aussi un de ses livres qui a été cité ce matin. C'est évidemment pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose de la réalité africaine, une sorte de surprise d'autres mondes qu'on ne connaît pas du tout et dans lequel il faut évidemment avoir un guide pour pouvoir de façon à comprendre quelque chose. Et j'ai aussi été très impressionné par les commentaires de M. de Roulet à partir d'Hélène Keller. Il est vrai qu'il remet des choses en place qu'il le méritait. Beaucoup de clichés ont circulé à son propos, donc d'Hélène Keller, par M. de Roulet. Aussi, d'accord, mais ça c'est pas moi, je connais pas assez. Et c'est vrai que beaucoup de clichés circulent souvent sur les personnes handicapées, surtout si le handicap est double. Et je vous remercie en tout cas d'avoir écrit cette lettre à Hélène Keller. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais remercier en tout cas tous ces auteurs qui ont pris la peine d'écrire une nouvelle pour la Bibliothèque sonore. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Si ce n'est pas le cas, Isabelle, est-ce qu'on continue ? Est-ce que c'est l'heure d'aller prendre l'apéritif ? Mais c'est l'heure de prendre l'apéritif, je crois. Merci beaucoup. Alors, surtout, n'hésitez pas parce que c'est gargantuesque, le buffet. Donc, vraiment, profitez-en. Et même si vous voulez emporter des choses en partant, je pense qu'il y aura vraiment assez pour tout le monde. Je remercie beaucoup Guillaume qui s'est occupé de nous installer tout ça pour aujourd'hui, toute la technique. Merci beaucoup. Et merci aussi à Patricia qui est derrière le bar et puis voilà, qui vous servira ce qui vous fait plaisir. Merci beaucoup à tous pour ce matin. Merci. Et puis je remercie nos 4 auteurs de rester un moment puisqu'on va pouvoir discuter encore avec eux de manière plus informelle et continuer la conversation. Merci.